Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur quels outils appuyer sa démarche d'achat durable, organisé donc par la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est avec le soutien de Climaction, qui est le programme de soutien financier mis en place par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition énergétique et écologique, en partenariat donc avec le CNA, le Conseil national des achats, et Ecovadis. Alors, je vais commencer par me présenter. Je fais partie d'une équipe au sein de la région Grand Est, de la CCI Grand Est, qui accompagnons les entreprises sur les thématiques de l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, économie circulaire et puis adaptation au changement climatique. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les entreprises, initialement dans le domaine bancaire et financier, et depuis un peu plus de 10 ans au sein de la CCI, et plus particulièrement en charge donc de la thématique de l'optimisation de la gestion des déchets d'activités économiques, de l'économie circulaire et des achats durables depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes acheteur, acheteuse en charge de la RSE dans vos entreprises ou dirigeant de l'entreprise et que vous gérez en fait quotidiennement les relations avec vos fournisseurs. Votre rôle est primordial pour pouvoir construire une stratégie d'achat durable ou d'achat responsable. Et grâce à notre webinaire, pendant 1 heure et demie, vous allez découvrir ou redécouvrir comment structurer cette stratégie, par quels outils, à travers quels outils vous allez pouvoir la formaliser et insister donc sur cette stratégie à travers d'évaluations, de questionnaires, d'audits, de chartes, de labels. Voilà, ce seront tous des sujets qui sont abordés pendant cette heure et demie ensemble. Donc le programme est dense. Nous allons avoir 4 interventions. Donc une première intervention de Pierre-Yves Kayla, qui est consultant chez C2A Durable, pardon. Ensuite, l'intervention de Nicolas Dussert, qui est directeur régional Europe du Sud chez Ecovadis. Un retour d'expérience d'un responsable achat du Grand Est, donc Jonathan Schall, qui est responsable chez Lingenel de Travaux Publics. Et enfin, pour clôturer ce webinaire, une intervention donc de Michel Auger, qui est le président des labellisés RFAR, Relations fournisseurs et achats responsables au niveau français. Donc vos caméras et vos micros sont coupés, eu égard le nombre de participants, mais vous pouvez intervenir tout au long du webinaire par l'intermédiaire du chat que vous avez en haut à droite de vos écrans. Un temps d'échange de questions-réponses est dédié à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à intervenir. Si jamais, comme nous sommes nombreux, si jamais toutes les questions n'étaient pas malheureusement abordées, nous reviendrons vers vous à l'issue du webinaire qui est enregistré, comme j'ai pu le mettre dans le chat. Donc il y aura un replay qui sera disponible et les supports qui vous sont présentés vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Pierre-Yves et passer la main qui va déjà dégrossir le sujet et puis vous apporter des exemples concrets d'outils pertinents. Merci Christelle. Alors hop, je vais. Tu me passer la main pour le partage d'écran. C'est fait. Voilà. Hop, je vais mettre en plein écran mon partage d'écran. Merci. Merci Christelle de Parfait. m'avoir invité pour présenter un peu la démarche que je mène en fait dans les entreprises industrielles notamment pour déployer en fait des politiques achats responsables, des stratégies et puis faire en sorte que ça soit efficient. Juste en me présentant en 2 mots, donc moi je suis pas du Grand Est, je suis basé plutôt dans le Grand Ouest puisque je suis basé à Saint-Brieuc et j'accompagne les entreprises majoritairement industrielles à effectivement mettre en place des politiques achats responsables. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire assez court hein, pour donner un premier niveau de comment dire de connaissance sur le sujet. Donc mon propos va s'articuler sur quatre thématiques, on va dire. C'est voilà, sur les outils, pour moi, il y a déjà une notion de feuille de route, d'objectifs à se donner, de stratégie. Après, on peut parler effectivement de la hiérarchisation, que ça soit en termes d'enjeux et également en termes de priorisation des actions. Quelques outils dont je vais vous parler également, qui peuvent être intéressants, notamment pour tout ce qui concerne la sélection de fournisseurs, l'évaluation de la performance RSE des fournisseurs. Et puis, on va parler de quelques référentiels qui, pour moi, font sens. Il en existe quelques-uns, voire de nombreux, en fait, sur la partie RSE, quelques-uns aussi sur les achats responsables. Ça fera une transition avec ensuite Ecovadis et les intervenants suivants. Voilà. Donc, évidemment, le support, il sera mis à disposition, comme disait Christelle. Donc,
Ça vous permettra. Hop. Par contre, j'arrive pas à passer ma slide. Ça sent le temps. Bah alors, excusez-moi pour cette petite. Bah, j'arrive pas à passer au slide suivant. C'est marrant. Tout à l'heure, ça marchait. Évidemment. Je peux passer le support sinon s'il y a besoin. Je vais faire autrement. Pardon. Excusez-moi pour ce problème. Voilà. Ah, voilà. Donc juste vous rappeler en fait que les achats responsables finalement c'est une déclinaison de la RSE dans les achats. Donc c'est un lien en fait entre votre politique RSE, votre politique achat que vous avez définie en interne et du coup bah en fait les fournisseurs c'est un continuum de l'entreprise. On est d'accord et donc du coup c'est l'objectif c'est effectivement de faire passer cette dimension RSE avec vos fournisseurs. Donc c'est plutôt une démarche de progrès. Et l'idée, c'est plutôt de rechercher une performance globale, en fait, à la fois des fournisseurs et de l'entreprise. C'est important de dire que c'est une démarche de progrès parce que, par exemple, j'accompagne des entreprises qui sont tout à fait débutantes dans ce sujet et on peut leur dire, bah, vous commencez une politique achat responsable, mais vous voyez, il y a ça aussi qui n'est pas traité, ça, etc. Donc, il faut être tout à fait humble par rapport à ça et se dire que les marges de progrès sont importantes et qu'on ne va pas y arriver tout de suite à couvrir l'ensemble des sujets et des enjeux. L'idée, c'est de commencer et ensuite d'essayer de progresser comment dire, rapidement sur ces sujets. Donc, j'ai juste remis une petite rosace à droite là qui concerne effectivement les différentes thématiques qui sont traitées par la RSE, mais elles vont être déployées, enfin présentées de façon un peu plus détaillée juste après. Donc, quand on parle de RSE, un élément qui est pour moi extrêmement important, c'est dès le départ en fait de votre démarche achat responsable, un des premiers outils qui peut vous aider en fait à définir vos grands enjeux, que ce soit RSE au niveau de l'entreprise, si vous n'avez pas déjà fait ce travail-là, ou plus spécifiquement pour les achats, c'est de vous appuyer en fait sur les 17 objectifs développement durable qui sont publiés par l'ONU, qui peuvent s'appliquer en fait à toutes les organisations qui existent, c'est-à-dire autant étatiques que collectivités territoriales, que les associations ou évidemment des entreprises. Et en fait, donc vous avez 17 objectifs de développement durable, elles sont accessibles sans difficulté particulière sur Global Compact notamment. Et parmi ces 17 ODD, elles sont déclinées en 167 cibles. L'idée, c'est d'identifier celles pour lesquelles vous avez peut-être un impact ou des enjeux qui sont plus importants que d'autres et de travailler sur celles-là. Donc, en gros, ça vous donne un objectif assez général, mais qui permet quand même de cerner un peu plus les enjeux. Je parle tout de suite de la norme ISO 20400 puisque en fait c'est une norme donc qui n'est pas une norme certifiante pour les achats responsables, c'est une norme guide comme l'ISO 26000 dont elle est issue. Vous pouvez vous appuyer sur cette norme en fait parce qu'il y a un certain nombre d'outils méthodologiques qui sont proposés, qui sont assez intéressants. Et notamment, il y a un propos introductif qui spécifie en fait les 7 questions interdépendantes en fait liées aux achats responsables. Il y en a une première importante qui est au centre, c'est la gouvernance de l'organisation. Donc l'idée, c'est effectivement de se mettre en ordre de marche en termes de méthodologie et de process dans l'organisation même de l'entreprise pour que vous puissiez ensuite déployer ça avec l'ensemble de vos parties prenantes, qu'elles soient en interne ou en externe. Et on sait combien en fait les achats agissent avec beaucoup de parties prenantes, notamment dans l'entreprise, puisque vous allez vous appuyer sur vos parties prenantes internes pour déployer cette démarche. C'est extrêmement important. Et ensuite, il y a les 6 questions qui tournent autour de cette gouvernance. Donc ça en fait 7 au total. Donc on a les droits de l'homme. Donc il y a des notions d'obligation de vigilance. Pour ceux qui sont dans des grandes entreprises, il y a un certain nombre de lois et de normes qui vous obligent en fait à cette obligation de vigilance. Donc c'est rattaché à cette question des droits de l'homme. Ensuite, il y a toutes les questions relatives aux relations et conditions de travail, la protection sociale, le dialogue, la formation, la santé, la sécurité. Ensuite, la partie environnementale qu'on identifie assez facilement, sur tout ce qui concerne évidemment la prévention de la pollution, l'utilisation durable des ressources. C'est détaillé un peu plus dans l'ISO 20400. Tous les items sont précisés de façon plus importante. Une question qui pour moi est très importante dans les achats responsables, sur lequel il faut absolument pas négliger notre impact, c'est tout ce qui concerne la loyauté des pratiques. Le fait d'être évidemment
d'avoir une démarche très éthique dans sa relation avec les fournisseurs, refuser absolument toutes les notions de corruption, d'influence, mettre en place des processus qui permettent d'avoir une concurrence loyale et libre entre les différents fournisseurs. Je pense notamment, quand on fait des appels d'offres, favoriser par exemple l'inclusion des plus petites entreprises pour répondre à ces appels d'offres, etc. Donc vraiment là, on est sur l'éthique et les pratiques des acheteurs et c'est primordial aussi d'être exemplaire sur ces sujets. Il y a une question aussi relative aux clients consommateurs. Donc là, nous, les achats, on a un rôle à jouer par rapport à tout ça. Donc là, on va parler de la protection de la santé, de la consommation durable. Voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les meilleurs fournisseurs et les meilleurs produits qui vont être, comment dire, les plus vertueux sur ces sujets. L'innocuité des matières premières qu'on va utiliser, des emballages durables, voilà, la protection du consommateur de façon globale. On a un impact important au niveau des achats. Et puis, il y a un dernier sujet, dernière question, tout ce qui concerne la communauté en fait et les parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise et le développement local. Donc l'ancrage territorial, il y a beaucoup de sujets qui remontent en ce moment sur effectivement acheter et approvisionner de façon plus locale, donc au niveau régional, au niveau national, etc. Voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer ça, développer les entreprises qui sont en proximité de chez nous, voilà, et puis avoir une relation aussi équilibrée avec ces entreprises pour faire en sorte qu'elles se développent et développer notre ancrage territorial. Donc ça, c'est les 7 questions interdépendantes que traite l'ISO 20400, qui est déjà un premier outil qui vous permet en fait de définir des grandes priorités, des grands enjeux pour vos organisations. Je vous propose aussi là de partager avec vous les 7 étapes que je mets en œuvre en fait pour déployer une politique achat responsable, qui sont pour moi essentielles pour y réussir. Dans un premier temps, il faut identifier en fait un ou des référents achats responsables dans les entreprises, parce que ça va être un peu le pilote de cette démarche. Parce que c'est une démarche achat responsable quand on met en œuvre les différents outils, les process ou les méthodes qui est assez structurante pour l'entreprise. Et donc, c'est important d'avoir un référent par rapport à ça en interne, mais aussi vis-à-vis des fournisseurs. Ensuite, le deuxième sujet, ça va être de former les collaborateurs à la notion d'achat responsable. Et quand je parle de collaborateurs, je ne pense pas uniquement aux personnes qui sont directement comment dire, actrices du processus achat ou approvisionnement, mais également aussi de former les autres collaborateurs de l'entreprise, les parties prenantes internes, sur qu'est-ce que c'est une démarche achat responsable, des process, des méthodes en fait qui incluent les éléments de RSE dans la démarche, pour savoir à quel moment on va les solliciter et pourquoi on leur pose des questions ou pourquoi on les inclut en fait dans cette démarche. Ce qui est intéressant dans la formation qu'on va donner aux collaborateurs en interne, c'est qu'on va aussi montrer tous les bénéfices et les vertus en fait de mettre en place des relations achats responsables, comme par exemple, effectivement d'avoir des relations plus pérennes avec ses fournisseurs, d'être peut-être plus en phase avec les attendus et les valeurs personnelles des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important et montrer en fait tout l'impact qu'on peut avoir sur ces sujets. Ensuite, et là, je vais détailler un peu plus mon propos dans les slides suivantes. L'idée, c'est une fois qu'on a identifié les référents, formé les collaborateurs, on va pouvoir travailler ensemble par groupe projet pour mesurer nos impacts et connaître nos impacts des achats dans la RSE. Alors vous allez voir, on peut le faire de façon extrêmement simple, mais on peut le faire de façon très détaillée également. Ça dépend de votre niveau de maturité et dans quelle phase de maturité vous êtes sur ces sujets. Ensuite, on va identifier les familles prioritaires à traiter, mettre en œuvre les premières actions. L'idée, c'est pas de tout faire ou de commencer par ce qui est le plus compliqué, mais vraiment de commencer à faire les choses et ensuite, en entamant cette démarche, vous allez progressivement monter en compétence sur ce sujet. Évidemment, c'est d'intégrer la RSE aussi dans le processus achat et notamment dans la partie sélection des fournisseurs et des solutions qu'on va mettre en œuvre ou des produits qu'on va approvisionner. Et puis évidemment, c'est aussi de communiquer sur sa politique achat responsable. Donc si je détaille un peu plus quelques notions, il y a de connaître déjà en premier lieu les impacts des achats. Alors là, j'ai fait de façon extrêmement simple parce que je veux quelque chose d'assez abordable, mais évidemment, on peut rentrer dans le détail. Donc on peut faire un tableau de cet ordre-là avec évidemment peut-être une annexe commentée pour expliquer les différents enjeux qu'il peut y avoir. Donc on va lister nos différentes familles d'achats.
avec des niveaux de granulométrie qui peuvent être différents. Si par exemple on est acheteur matières premières, on va s'occuper particulièrement de regarder ces familles matières premières et puis on peut évidemment aller plus dans le détail. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir une vue générale et puis après peut-être de rentrer un peu plus dans le détail. Ensuite, la partie plutôt en ligne, la partie haute du tableau. Donc là, il y a les 3 enjeux de développement durable dans lesquels on s'inscrit complètement. Donc la partie environnementale, sociale et économique. Voilà. Et l'idée, en fait, là, j'ai mis des croix pour symboliser simplement l'impact plus ou moins fort. Donc par exemple, si on prend le cas des matières premières, la première ligne, dans une situation, c'est tout à fait un exemple, la matière première, peut-être que c'est un sujet environnemental, n'est pas le sujet prégnant. Par contre, le sujet social est peut-être beaucoup plus important sur cette famille-là et le sujet économique aussi, parce que vous approvisionnez par exemple des matières premières dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales ou de droits de l'homme que nous, et donc du coup, ces impacts-là sont plus importants pour vous. Et l'idée en faisant ça, en fait, donc on peut le faire par forme de questionnement assez simple. On peut le faire aussi en expliquant, enfin en identifiant en fait et en expliquant pourquoi dans quel type de pays ou tel type de région en fait les impacts sont plus ou moins forts par rapport à la matière. Donc en fait c'est de se poser c'est comment j'achète, à qui j'achète et où j'achète en fait, et en se posant ces questions-là on va déjà réussir à définir ça. Alors évidemment on peut élaborer des questionnaires beaucoup plus précis. On peut faire ça sous forme de matrice Excel avec un rendu graphique plus détaillé, mais déjà en fait on peut mesurer ces premiers enjeux en se posant ces questions clés et en définissant donc les familles d'achat qui vont être les plus impactantes. Une fois qu'on connaît ces enjeux impact RSE par famille d'achat, on va ensuite définir les familles qui sont prioritaires. Et là, c'est une matrice que j'utilise aussi très souvent, qui peut être faite de façon extrêmement simple, en prenant, vous prenez un paperboard, vous tracez de droite ou un tableau blanc, et ensuite vous mettez avec des post-it les familles d'achat sur 2 axes. En fait, la première, c'est votre priorité achat interne. Alors plutôt là, sans prendre en compte les enjeux d'achat responsable, mais plutôt sur votre priorité opérationnelle. L'idée, c'est qu'évidemment, on va plutôt s'attacher à prioriser des achats qui vont avoir un gros impact en termes d'activité dans vos entreprises. Donc ça, c'est plutôt la partie ordonnée, verticale. Et ensuite, on va, par rapport à la première matrice qu'on a faite juste avant, pour chaque famille, on aura défini les enjeux RSE, et ce qui va nous permettre graphiquement, en fait, en un seul coup d'œil, de tout de suite identifier en fait les familles qui vont devenir des priorités numéro 1 à traiter. Donc c'est toutes celles qui vont se retrouver dans la partie un peu plus rouge du tableau, donc la partie supérieure ou droite ou dans le coin en haut à droite, c'est ces familles-là dont il va falloir traiter en priorité parce qu'elles ont à la fois des enjeux RSE importants et une priorité achat opérationnel importante. Et puis toutes celles qui sont dans la partie un peu plus basse à gauche en vert, celles-là, on va pouvoir minimiser l'attention. Ça ne veut pas dire qu'on s'en occupera pas, mais probablement qu'on ne va pas le faire tout de suite. Donc voilà, 2 axes. Une priorité opérationnelle qui est importante pour un acheteur et les enjeux RSE. Ensuite, on va également peut-être utiliser une deuxième matrice. Donc pour chacune des familles qu'on a vues là, ensuite on va identifier les actions qu'on va vouloir mettre pour chacune de ces familles-là. Les actions, on peut soit les définir par typologie, par exemple, de risque, par typologie de famille. Ça peut être aussi des actions liées au processus. Ça, on peut identifier que pour toutes les familles, on a un manque de données sur nos impacts environnementaux et donc on va faire un travail, par exemple, de bilan carbone par famille, de vérification de notre impact social. Eh bien, en fait, on va identifier toutes les actions qu'on veut mener dans votre projet de mise en œuvre des actions, de politique achat responsable, et on peut traiter, ce sujet aussi pour mettre en place les premières actions. Ce qui est important, en fait, c'est de commencer par mener des actions qui vont avoir des résultats, significatifs pour montrer, en fait, qu'en déployant une politique achat responsable, on va obtenir des résultats intéressants. Si on ne fait pas ce travail-là d'identification de la complexité de l'action qu'on va mener par rapport aux apports ou à la contribution pour l'entreprise, eh bien, on risque de commencer par des actions peut-être qu'on aurait identifiées comme prioritaires dans le premier tableau, mais qui vont demander beaucoup d'efforts, que ce soit en termes de ressources internes ou même de moyens financiers. Et donc, on risque peut-être de ne pas réussir à obtenir des résultats. Et donc là, notre crédibilité ne va pas être bonne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette matrice que vous connaissez probablement
d'apport, contribution, de complexité, ou ces matrices effort-avantage pour tout de suite voilà, commencer par des actions qui vont délivrer du résultat. Ensuite, on va un des outils importants, enfin une étape importante dans le déploiement d'une démarche achat responsable, c'est également de mettre de la RSE en fait dans chacune des étapes du processus de sélection des fournisseurs. Et on va le voir que c'est vraiment clé dans cette stratégie. Parce que dans le métier d'acheteur, en fait, on se rend bien compte que si on a correctement sélectionné ses fournisseurs, bien défini son besoin, qu'on a, été robuste aussi sur notre partie appel d'offres, sélection de fournisseurs, etc., bah, en fait, on peut se permettre de faire des choix un peu différents de ce qu'on a pu faire auparavant. Encore faut-il se donner les moyens et les outils pour le faire. Donc, dans la première étape de sélection des fournisseurs, dans tout ce qui va être la recherche de fournisseurs potentiels, là, ce qu'on va rechercher dans l'information sans avoir forcément contacté le fournisseur, c'est déjà de regarder si il partage des informations sur sa politique RSE, de regarder aussi les actualités qui concernent le fournisseur. On peut se rendre compte parfois qu'ils peuvent être, peut-être mis en avant pour des bonnes actions, ou à l'inverse, être, épinglés pour des actions qui sont pas forcément vertueuses d'un point de vue RSE. Et ce qui est important aussi de regarder chez les fournisseurs, c'est leur implantation géographique, de regarder où sont produits, où sont fabriqués les différents produits dont on a besoin. Est-ce que c'est fait en France, en Europe, dans des zones, dans des zones géographiques avec, des enjeux RSE qui sont forts d'un point de vue droits de l'homme, environnemental, etc. Et ça permettra d'avoir déjà une première idée de son impact RSE au niveau de sa supply. Deuxième sujet, quand on va faire la demande d'information via un RFI, j'imagine que vous utilisez CIDUT aussi, donc c'est un questionnaire qu'on va soumettre à nos fournisseurs prospects ou suspects, j'allais dire. On va leur transmettre un questionnaire et là, on va pouvoir s'appuyer sur quelques questions clés RSE. On va pouvoir également regarder si le fournisseur il a un certain nombre de normes auxquelles il se contraint, même si c'est des normes qui peuvent être un peu en dehors de la RSE. Quand vous avez déjà une entreprise qui a des normes qui drive son processus, on peut considérer que quand il donne des informations ou quand il a en place un processus de fabrication qui est normé, ben, il est capable effectivement de répondre à des objectifs qualité ou RSE qui sont importants. Et puis on peut aussi s'attacher à regarder si il a une politique achat qui est faite, un code d'éthique par exemple interne, etc. Enfin voilà, on va pouvoir lui poser des questions et lui demander des retours et des éléments plus factuels. Donc ça, on a sélectionné des fournisseurs, donc on l'a rentré au panel, on sait qu'il est préqualifié ou qualifié. Et ensuite, quand on va être dans la partie appel d'offres, sélection de la solution, et bien là, on va aussi mettre dans l'appel d'offres des critères de sélection RSE, en demandant plus précisément peut-être un calcul de l'impact carbone. Est-ce que le produit qu'on va sélectionner a été éco-conçu? Est-ce qu'il rentre dans une démarche d'économie circulaire? Ce genre de choses. Enfin voilà, on peut rentrer ce type de critères en fonction des enjeux dans l'analyse de réponse et puis donner des pondérations. On va le voir, je vais vous le montrer juste après aussi. Et puis, ce qui est important également, bah, c'est quand on est dans une phase de visite ou d'entretien avec le fournisseur, bah là, c'est d'aller vérifier sur site ou par des éléments plus factuels les informations que le fournisseur nous a communiquées, ses démarches de progrès, ses calculs d'impact, son bilan carbone, enfin ce genre de choses. Vraiment, c'est d'aller vérifier la justesse des informations qui ont été transmises. Donc, on voit bien que là, dans toute la phase, dans le cœur de métier de l'acheteur qui est la sélection des fournisseurs et leur sélection, on peut à chaque fois, chaque étape, y intégrer des critères RSE, des questionnaires, des choses comme ça pour mieux connaître le fournisseur et s'assurer qu'effectivement, il répond bien à nos objectifs en termes d'achat responsable. Quand on va choisir, je le disais tout à l'heure, le meilleur produit fournisseur, on peut faire ce type de tableau. Donc là, il est extrêmement rudimentaire, on peut le détailler, ça peut être sous plein de formats différents, mais souvent, on va mettre des critères de sélection liés à la capacité technique, au délai. Enfin voilà, on travaille sur les objectifs évidemment qualité, coût, délai. Alors au lieu de parler de coût, on va plutôt parler de TCO, coût total de possession, si la famille s'y attache.
Et puis, on va également rajouter un quatrième volet qui va être le volet RSE. Voilà, et puis on va pondérer ces différents critères et on va trouver ou choisir la solution en ayant effectivement, comment dire, bien spécifié, voilà, comment est-ce qu'on note ces différents critères. Ça, c'est important aussi de le faire bien en amont en fait du processus de sélection et de le faire avec ses parties prenantes pour s'assurer qu'une fois qu'on rentre dans ce processus de sélection, eh bien, il soit partagé et que tout le monde valide le principe pour qu'on puisse après trouver le meilleur, faire le meilleur choix. Et après, un autre élément qui est extrêmement important, c'est de mettre en place des outils en fait de suivi de la RSE via un reporting régulier sur différents sujets. Donc, ça peut traiter, par exemple, de l'organisation et du processus. Donc, par exemple, le pourcentage d'appels d'offres avec des critères RSE, le pourcentage des acheteurs formés aux démarches. Voilà, ça peut être sur les fournisseurs, le nombre de fournisseurs audités, les plans de progrès qui ont été mis en œuvre, les fournisseurs peut-être critiques. Ça peut être aussi la distance géographique de lieu de production par rapport à notre site de livraison. Voilà, et puis après, par type de famille, en fonction des enjeux, on peut aussi définir des enjeux en termes, je sais pas, de consommation d'eau, j'ai mis cet exemple-là, de production de déchets, d'économie sur le CO2. Enfin, l'idée, c'est vraiment de trouver les critères qui vont répondre et qui vont être vraiment spécifiques à vos enjeux RSE et votre démarche achat responsable. C'est un élément fondamental pour suivre en fait l'aboutissement et l'avancée des différents projets que vous avez et quelle marge de progrès il vous reste à faire. Un dernier élément qui pour moi me semble important, c'est de bien communiquer sur cette politique achat responsable. L'idée, c'est d'influencer les parties prenantes pour faire en sorte qu'elles soient embarquées en fait dans cette démarche et qu'elles puissent s'y déployer. Donc pour moi, il y a l'influence, elle se joue sur 3 enjeux. Le premier, c'est la persuasion, c'est d'avoir des arguments qui soient convaincants et de faire preuve de pédagogie par rapport à cette démarche. Le deuxième, c'est un élément de crédibilité qui me semble être très important. C'est pour ça qu'avoir une méthode robuste et des outils qu'on peut partager et qu'on peut expliquer fait partie de cette crédibilité. La crédibilité, ça passe aussi par effectivement le fait de mettre en œuvre des actions qui portent des résultats significatifs pour dire, voilà, vous voyez, quand je mets en place une politique achat responsable, je travaille effectivement à améliorer la RSE de l'entreprise, mais j'améliore aussi la performance de façon plus globale et je pérennise la relation fournisseur. Voilà, c'est le type des thématiques sur lesquelles il faut aller. Et le dernier sujet, c'est la réciprocité. C'est de montrer en fait tout le bénéfice pour une partie prenante interne et pour mes fournisseurs qu'il y a à mettre en place une politique achat responsable. Et c'est aussi de dire, si tu m'aides aussi dans cette démarche, moi, je pourrais t'aider à remplir aussi tes objectifs qui sont peut-être un peu différents des vôtres. Donc, c'est cette notion de réciprocité qui fait aussi la capacité à influencer nos parties prenantes sur ces différents sujets. Quelques référentiels que je voulais mettre en avant ici. Alors, il en existe bien d'autres que cela, mais cela me semble être significatif. Donc, l'ISO 26000, c'est une norme, comment dire, qui englobe les questions de RSE. C'est pas une norme certifiable, mais c'est un norme guide. Donc, si des entreprises vous disent, nous, on appuie notre démarche RSE sur la norme ISO 26000 et voilà, par rapport aux différentes questions, comment on a avancé, c'est un élément de crédibilité qui me semble important. J'ai mis la norme ISO 9001, il y en existe bien d'autres, mais pour moi, c'est important aussi quand les process ils sont bien, ancrés dans le fonctionnement de l'entreprise. Ça prouve aussi la solidité en fait et la pérennité des actions qui vont être menées. Il peut y avoir des normes comme la 14001, qui est plutôt une norme environnementale, qui peut répondre à un certain nombre de questions. Le Global Compact aussi, c'est un élément qui est important. Donc, c'est piloté par les Nations Unies et qui regroupe en fait des entreprises qui communiquent en fait sur les actions qu'ils vont mener et donc ça permet aussi d'avoir un référentiel vraiment international, que ce soit pour les organisations, les entreprises. Plus localement, donc en tant que consommateur, vous avez sans doute vu déjà sur les packaging des produits que vous achetez pour du quotidien en fait des entreprises qui sont PME+. Donc ça, c'est des entreprises plutôt françaises qui ont décidé de se labelliser en fait et qui ont une démarche RSE assez volontariste et qui vont dire en gros, en se mettant dans cette démarche PME+, elles vont vraiment avoir un plan d'action détaillé sur leurs différentes actions sur les RSE. Donc, ça peut être un élément aussi d'assurance que effectivement la politique RSE est assez solide.
Certains d'entre vous doivent connaître le label Lucie, qui est un label qui s'appuie sur la norme ISO 26000. Donc il y a tout type d'entreprise qui rentre dans ce label Lucie, entreprise de services, entreprise industrielle, de produits de grande consommation. Ce qui est intéressant dans cette démarche Lucie, c'est la méthodologie employée, parce que c'est vraiment un label. Donc autant l'ISO 26000, on ne peut pas la labelliser, c'est une norme guide, autant la Lucie, elle s'appuie sur les normes l'ISO 26000 pour labelliser comment dire, l'entreprise. Et donc là, il y a tout un référentiel à respecter. Et le label Lucie, c'est un audit qui est fait par des labellisés Lucie. Donc tout le monde progresse en fait dans ce label, et donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc, mais c'est plutôt français. Il y a ensuite le label B Corp, B Corporation, qui est là plutôt un label international qui certifie aussi la démarche RSE des entreprises. L'AFNOR a également développé un référentiel qui s'appelle Engagé RSE. Donc l'AFNOR, c'est un organisme de certification donc, qui s'appuie aussi sur l'ISO 26000. Sur les questions sociales, en fait, liées à la RSE des entreprises, vous pouvez vous appuyer aussi sur des labels comme Great Place to Work, qui évaluent en fait comment dire, le bien-être au travail notamment. Je vous parle rapidement d'Acesia, en fait, qui est aussi une norme, enfin un outil, pardon, d'évaluation de la RSE, de la maturité RSE des entreprises, en fait, qui est développée par l'AFNOR. Voilà, donc l'idée, c'est une évaluation en fait qui est faite par les entreprises et qui permet de montrer en fait quel est le niveau de maturité de ça. Et puis vous avez le CDP ou Disclosure Insight Action qui permet en fait au niveau international aussi, c'est une organisation internationale qui permet d'évaluer en fait l'impact, comment dire, environnemental des entreprises, des organisations, des collectivités, enfin voilà, de tout type, et qui est plutôt une vocation internationale. Évidemment, il en existe bien d'autres. L'idée, c'est pas forcément là de vous présenter un panorama exhaustif, c'est plutôt de vous dire que en fonction de vos objectifs que vous vous fixez et de vos enjeux, en fait, ben, c'est de trouver la bonne norme qui est causante pour vous. Je ne parle pas d'EcoVadis, puisque tout à l'heure, Nicolas va nous en parler plus en détail, mais ça peut répondre aussi, EcoVadis, évidemment, comment dire, à vos questionnements, notamment en termes d'évaluation fournisseur, puisque là, on a des éléments de preuve qui sont assez solides et qui permettent de s'assurer que la démarche RSE, elle est ancrée dans l'entreprise. Et puis, dernier référentiel plus spécifique aux achats responsables, donc l'ISO 20400, qui est issu de la 26000, qui est une norme guide, je le rappelle, qui est intéressante. Il y a deux choses importantes aussi concernant la relation fournisseur responsable. Donc là, c'est plus lié à la question de la pratique des affaires et des achats. Donc il y a la charte relation fournisseur responsable. Donc là, c'est plutôt quelque chose de volontariste, c'est-à-dire que l'entreprise signe la charte en disant qu'elle s'engage à respecter un certain nombre de principes. Et cette charte, elle est aussi entre guillemets labellisable, puisqu'on reprend ces questions-là. Elle est faite en concertation. Elle a été construite avec donc le médiateur des entreprises. Et là, par contre, c'est labellisé. Donc la démarche, elle est vraiment beaucoup plus forte, puisque là, en fait, il y a un organisme certificateur qui vient s'assurer que les processus, comment dire, de l'entreprise, notamment au niveau des achats, permettent d'avoir une relation fournisseur responsable. Et Michel, en fin de webinaire, détaillera effectivement la Exactement, charte. ouais, Michel détaillera ça, mais je trouve que c'est important parce qu'on peut aussi avoir de la ressource là-dessus et se questionner sur ses propres pratiques avec cette charte et ce label. Et ensuite, le dernier, alors c'est pas un référentiel, mais c'est plutôt une association qui s'appelle l'OBSAR, en fait, qui est l'Observatoire des achats responsables. Et donc, si vous voulez progresser sur ces sujets de façon importante et partager des bonnes pratiques, des outils, des méthodes, etc., vous pouvez vous adhérer à cet observatoire, à cette association, et régulièrement, ils partagent voilà, des bonnes pratiques, des méthodes, etc. Voilà pour Pierre, moi. Je vais tu juste. n'aimes pas faire Ouais, ça, mais il va falloir accélérer. On a dépassé un petit peu le temps par ouais, rapport je vais aux autres juste vous intervenants. montrer. Ouais, pardon. Merci. Je voulais juste vous montrer deux, trois outils parce qu'on se posait toujours la question, mais comment on fait un questionnaire, par exemple, achat ou ce genre de choses. Hop, pardon. Alors, voilà, je vais juste partager avec vous rapidement. Donc, par exemple, j'ai une entreprise là que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps sur les achats responsables. Vous pouvez tout à fait faire un questionnaire assez simple par rapport à votre fournisseur en lui posant des questions clés. Hop, donc là, vous voyez mon truc.
truc. Donc ça peut être très simple, hein, ça peut être un simple questionnaire qui demande une sorte d'auto-évaluation sur, par exemple, la partie environnementale. Est-ce que vous faites un bilan carbone? Est-ce que vous regardez votre démarche en termes d'eau, enfin d'impact en termes d'eau, par rapport au social, etc. Est-ce que vous avez des normes? On peut aussi s'appuyer sur des chartes achats responsables. Donc là, il en existe plein, hein, si vous allez regarder. Celle-là, c'est une entreprise que j'ai accompagnée, mais elle peut être tout à fait simple, hein. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle tient en quelques pages et qui donne des engagements en fait de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs, mais également de ses fournisseurs vis-à-vis de l'entreprise. Respecter les intérêts des fournisseurs, favoriser des économies, etc. Voilà. Et puis après, il y a quelques outils qui existent aussi pour évaluer la partie RSE au lieu de, par exemple, d'aller sur comment dire, un outil comme EcoVadis. Vous pouvez trouver des outils comme ceux-ci qui ont été développés par exemple par la région Pays de Loire, qui est un questionnaire sous Excel qui permet en fait d'auto-évaluer sa position sur les RSE. Donc vous pouvez tout à fait vous inspirer de ce questionnaire Excel, l'envoyer à vos fournisseurs et lui demander d'y répondre et ensuite de partager avec lui ses résultats. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que je sais que je dépasse un peu le temps. Christelle, tu as raison de me le dire. Voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai par la suite. Merci Pierre-Yves. On va passer Merci. la main du coup à Nicolas, donc qui va nous expliquer qu'est-ce qu'Ecovadis, pour ceux qui ne connaissent pas, et comment du coup Ecovadis accompagne ses clients sur ce sujet. Hop, je passe la main à Nicolas. Très bien, merci à tout le monde. Merci beaucoup Pierre-Yves et merci Christelle pour l'invitation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Parfait, très bien. Donc je vais revenir un petit peu sur, je vais vous présenter un petit peu rapidement Ecovadis et comment on accompagne les entreprises justement sur évaluer ce qu'elles font sur les aspects RSE. Je vais commencer rapidement sur un petit rappel des enjeux qui sont connus de tous, mais je trouve que c'est toujours important de revenir dessus. Donc déjà, premièrement, c'est le fait que l'aspect ESG est de plus en plus noté, de plus en plus abordé dans les directions, dans les conseils d'administration. Donc, c'est vraiment des choses qui deviennent clés, qui deviennent prioritaires et qui vont nécessiter, impliquer toute la chaîne de valeur des entreprises. Puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est un cercle qui est également vertueux, où les grands groupes vont demander aux fournisseurs les plus petits de se faire évaluer et les plus petits vont ensuite faire évaluer leurs fournisseurs et ça va être une cascade avec des effets positifs en chaîne. Il y a aussi tout l'aspect carbone où il y a notamment une initiative qui s'appelle le SBTI, le Science Based Target, où beaucoup et de plus en plus d'entreprises fixent des objectifs de réduction carbone. Et cette organisation va justement vérifier que les entreprises sont sur la bonne trajectoire et qu'elles vont atteindre leurs objectifs. Donc forcément, chaque année, il va y avoir une espèce de pression croissante et elles vont devoir accélérer puisque aujourd'hui elles sont à faire le bilan, mais très rapidement, il va falloir qu'elles mettent en place des actions très concrètes. Et ça ne va pas se faire sans impliquer les fournisseurs, puisque le scope 3, qui est le gros des émissions carbone des entreprises, 70 à 80% des émissions, c'est celui des fournisseurs avec lesquels je collabore. Donc il y a un gros intérêt à collaborer davantage pour atteindre ses propres objectifs de développement durable. On a évidemment ces émissions de carbone qui continuent d'augmenter, donc on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire. On a encore du travail à faire pour renverser la vapeur et pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés de réduction. Et on a également des inégalités qui se creusent, donc l'aspect social est très important. On voit aussi les impacts du climat qui peuvent aussi créer des migrations, des flux migratoires par rapport écologique, par rapport au climat. Et ça, forcément, ça va induire des impacts. Et enfin, on a la perte de la biodiversité qui est essentielle pour justement avoir un écosystème qui soit fructueux et qui permette aux espèces de se développer. Donc, au vu de tous ces constats, ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre et de plus en plus de prise en compte de ces notions de performance ESG ou RSE, qui sont des termes différents mais qui veulent dire la même chose, l'environnement, les aspects sociétals et la gouvernance des entreprises. Donc il va y avoir déjà les investisseurs
On voit de plus en plus d'investisseurs qui utilisent les notations. Rien que chez EcoVadis, par exemple, on a parmi les 1000 clients qu'on accompagne et qui intègrent ces notions de performance RSE, on en a de plus en plus qui sont que des private equity, des fonds d'investissement ou des institutions financières et qui vont donc utiliser cette notation EcoVadis pour pouvoir vous faire des propositions de prêts à impact liés donc à des projets de réduction des impacts RSE et les taux vont être bonifiés, vont être indexés sur la performance RSE. Donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Pareil sur les investisseurs, quand ils investissent dans les entreprises, ils regardent quel est l'engagement de l'entreprise sur ces sujets à la fois RSE mais aussi achat responsable, et ça peut être un critère donc de valeur, de compétitivité de l'entreprise sur le long terme. La réglementation, évidemment, qui s'accélère. Vous en avez déjà connaissance certainement de quelques-unes. Il y a notamment la loi Sapin 2 sur les aspects lutte contre la corruption. Mais il y en a d'autres, comme le devoir de vigilance. Il y a aussi des lois qui ont justement été reprises au niveau allemand et dans d'autres pays, en Suisse également. Et c'est en train de devenir une réglementation européenne et les paliers vont descendre. C'est-à-dire que ça va adresser des entreprises de 250 personnes et plus. Et ça va forcément nécessiter d'aller beaucoup plus loin dans la vérification de ce que font les différents partenaires sur ces sujets de RSE. L'opinion publique, évidemment, et il y a l'image de marque de l'entreprise et les clients, puisque une mauvaise publicité, ça peut impacter durablement l'image qu'ont les consommateurs et les clients de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de réduire notre empreinte, et pour ce faire, il va falloir agir à grande échelle, et il va falloir aussi améliorer la solidarité. Donc l'idée, c'est d'arriver à collaborer davantage ensemble, de renforcer cette relation entre les acheteurs et les fournisseurs ou les partenaires, et de pouvoir ensemble mettre en œuvre des solutions qui vont aider donc à adresser ces enjeux et à y répondre positivement. Donc EcoVadis, en fait, va proposer un certain nombre de donneurs d'ordre d'entreprises qui sont donc des entreprises qui vont avoir des chaînes de valeur assez profondes, assez larges. Elle va amener des indicateurs de performance qui va ensuite induire une prise de conscience et une mise en place de plans d'action auprès d'un nombre important d'entreprises. Donc aujourd'hui, EcoVadis, c'est 110 000 entreprises qui utilisent l'évaluation, le questionnaire EcoVadis pour se faire évaluer et partager leurs résultats avec les 1000 clients qui sont des entreprises plutôt internationales, la dimension multinationale. Et tout ça s'accélère pour avoir des impacts positifs à grande échelle sur la planète et la société. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une planète, donc il est préférable d'en prendre soin et on a besoin maintenant de passer circularité plutôt que économie linéaire qui ne sera pas tenable dans le temps. Donc les bénéfices de ces achats responsables, ça va être, j'en ai noté quelques points ici, sachant que la chaîne de valeur représente 70% à 80% des impacts de vos activités en termes de développement durable. Donc beaucoup de ce que vous produisez, des services que vous apportez, est appuyé sur l'action, sur ce que vont vous apporter les fournisseurs. Donc c'est tout à fait essentiel de les associer à cette démarche. Ça peut être le cas pour les achats d'énergie, par exemple, de faire des achats d'énergie renouvelable. Ça peut être d'acheter des produits qui soient certifiés avec un certain nombre de certifications liées à l'environnement. C'est pareil sur les aspects sociaux. Le carbone, évidemment. Le carbone, je vous l'indiquais, les fournisseurs représentent parfois jusqu'à 70 et 80% des émissions carbone. Donc, on ne peut pas décarboner massivement si on n'y associe pas les fournisseurs. Et puis, on va aussi avoir, évidemment, par cette approche d'économie circulaire, on va avoir des réductions de coûts qui peuvent être assez importantes. Là, je vous ai mis un lien vers une étude. On a des gains qui peuvent aller de 9 à 16% par ce qui va être mis en œuvre et qui va permettre donc de gagner, ne serait-ce que les énergies. On a vu des coûts d'énergie qui ont augmenté. Les entreprises qui avaient investi rapidement et donc massivement sur par exemple des énergies renouvelables ou des panneaux solaires, par exemple, et ben ça leur a permis évidemment d'être beaucoup plus compétitifs et de ne pas être sous la pression de l'augmentation des prix de l'énergie. Je fais référence également à une autre étude que vous pourrez lire. J'ai indiqué le lien ici sur cette diapo, où on a démontré avec Bain & Company, qui est un cabinet de consulting, ils ont corrélé les 100 000 évaluations réalisées par EcoVadis avec la performance financière des entreprises et on en a ressorti un certain nombre donc de leçons, de points positifs et on voit bien que les entreprises qui ont des actions
fortes en termes d'ESG et d'achat responsable, qu'elles ont des performances qui sont meilleures en termes de marge, en termes de revenus et donc de compétitivité. J'ai juste pris un exemple ici. Par exemple, les sociétés qui ont le plus de femmes dans les comités exécutifs, elles ont de meilleurs résultats financiers de manière assez significative. Donc voilà, c'est des résultats que vous pourrez trouver dans l'étude et qui démontrent bien la corrélation entre performance financière et performance extra-financière. Et pour concrètement vous illustrer ça, aujourd'hui, les 1000 clients qu'on accompagne, et qui d'ailleurs ces 1000 clients tendent à devenir, on a à peu près 20% de clients en plus tous les ans, on va avoir évidemment des entreprises et des acheteurs qui vont, comme l'a intégré Pierre-Yves, là il va l'évoquer Pierre-Yves, vont intégrer cette notion de RSE dans leurs appels d'offres. Donc une entreprise aujourd'hui qui n'est pas impliquée dans cette démarche RSE, elle risque d'avoir soit pas du tout de notation et auquel cas c'est zéro, soit elle n'a pas de performance suffisante et elle risque de perdre contre ses concurrents. Donc on voit bien que là on va lier directement le succès qu'on peut avoir dans les réponses à appels d'offres, que ce soit dans le public ou dans le privé, à la performance RSE. Donc c'est un risque qui devient de plus en plus prégnant que de ne pas investir dès aujourd'hui et d'accélérer sur ces notions de développement durable, parce qu'on perd des opportunités justement de se démarquer et d'avoir et de gagner davantage donc d'appels d'offres. Donc comment nous on peut aider? Nicolas, Oui. Nicolas, on est bien d'accord que quand vous parlez des clients d'Ecovadis, on peut aussi bien parler de grandes entreprises que de TI, que de PME. Absolument, absolument. Donc, il y a les deux volets, en fait. Quand on regarde sur ce diapo à droite, on va voir sur les 1000 groupes, on a surtout des groupes qui sont là pour le coup plutôt des tailles assez importantes. Donc, on est plutôt sur des grands groupes multinationaux ou des ETI. On a à peu près en France, sur les 1000, on doit avoir 250 entreprises qui utilisent Ecovadis pour évaluer leurs fournisseurs. Et on va avoir sur les entreprises qui sont, elles, notées, on en a à peu près 25 000. Et au total, sur les 110 000 entreprises notées, vous avez raison Christelle, on a 70% d'entre elles, ce sont des PME et des TPE de moins de 250 personnes. Donc la particularité d'Ecovadis, le questionnaire est adapté à la taille de l'entreprise et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir et que nos clients vont nous utiliser pour évaluer tout type d'entreprise, quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise. Voilà, les bénéfices, ça va être, je vais pas trop les détailler parce que je pense qu'on est un peu pris par le temps aussi, mais l'idée c'est d'avoir des questionnaires qui soient pertinents et adaptés à l'activité de l'entreprise, à sa taille et à sa localisation. Donc là, on est très spécifique au secteur. Il va y avoir toute la partie recommandation pour savoir où est-ce qu'on peut mettre en place des plans d'action et selon quelle priorité. Ça, c'est important parce que ça guide un petit peu ce qu'on peut faire et s'améliorer année après année. Et il va y avoir, bien évidemment, la reconnaissance qu'on va obtenir par cette notation, puisque, vous l'avez compris, nous sommes global, nous avons cette dimension internationale qui fait que ces grands groupes internationaux vont pouvoir tout de suite identifier les bons élèves et vont aller privilégier, inciter à davantage de RSE et s'appuyer sur cette notation justement pour voir quelles sont les progressions des partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc, ils vont choisir des fournisseurs sur ces constats-là, donc déjà dans les appels d'offres, mais aussi dans le sourcing, par exemple. Donc, de plus en plus, ils utilisent la base de données Ecovadis pour aller chercher des clients sous l'angle RSE et aller chercher en priorité ceux qui ont les meilleures performances. On propose donc une suite de solutions qui va permettre d'aider les entreprises, en plus d'être évaluées et de savoir ce qu'elles font en termes de RSE. Elles vont ensuite pouvoir déployer un programme d'achat responsable auprès des entreprises avec lesquelles elles travaillent pour connaître et de nouveau continuer donc la démarche pour inciter, impliquer les entreprises à développer des actions RSE dans leur chaîne de valeur. Sur 21 critères qui sont classés dans 4 grands thèmes, que sont donc l'ISO 26000, on s'est appuyé sur l'ISO 26000, et on va collecter de l'information qui est vérifiée à 100% par 350 analystes RSE chez Ecovadis à date, et qui vont donc attester, qui vont confirmer qu'il y a bien d'existant dans le système de management de vos entreprises des actions très concrètes sur la RSE. Et on va regarder les politiques, on va regarder les actions et le suivi qui est fait des résultats suite à ces actions, donc sur ces 21 critères. Et tout ça va faire l'objet donc de notation. Cette notation va aider donc à indiquer sur chacun des piliers quelle est la maturité de l'entreprise et quelles sont les actions qu'elle est en train de mettre en œuvre.
Donc, on a 3 sources de données pour ce faire. Premièrement, la partie bleue en bas, on va regarder le passif de l'entreprise. Donc, on interroge 200 000 sources de données et on va collecter du domaine public tous les documents déjà existants et communiqués par les entreprises. Donc, je crois qu'on l'a évoqué, mais je vais le rappeler, c'est important. C'est bien de faire des choses, mais il est aussi très important de communiquer sur ce que vous faites. Donc, affichez-le sur vos sites web. Mettez en avant les reconnaissances, les labels, les certificats que vous avez obtenus sur ces sujets. Expliquez quelle est la démarche que vous avez vis-à-vis de vos fournisseurs. Donc, expliquez comment vous faites des achats responsables auprès de vos fournisseurs. Et tout ça est collecté par notre veille 360 et on va venir le créditer dans l'évaluation EcoVadis. On va avoir ensuite les systèmes de management de l'entreprise qu'on va évaluer. Donc, quelle est la stratégie, quelles sont les actions et les résultats. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur des éléments de preuve tangibles, des choses qui sont formalisées. Donc ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Formaliser de manière très structurée, très forte, toutes les actions que vous avez, parce que beaucoup d'entreprises font de la RSE depuis des dizaines d'années, mais malheureusement, parfois, manquent de formalisation et n'ont pas la capacité à le faire reconnaître et donc prendre en compte par des certifications, des labels et des notations telles qu'EcoVadis. Et on regarde aussi les résultats d'audit sur site qu'on peut prendre en compte dans l'évaluation EcoVadis. Donc un maximum de données qui donnent résultat, une fiche d'évaluation avec des notations, des benchmarks aussi, ça c'est important, qui permettent aux entreprises de s'étalonner. Et ensuite des points d'amélioration, des axes d'amélioration avec bien évidemment des recommandations assez concrètes et ainsi que des e-learning qui vont aider les entreprises à se faire évaluer. Voilà. Et pour finir, un outil qui va être celui qu'on utilise, donc cette fameuse veille 360, où on va pouvoir aller collecter du domaine public tout ce que les entreprises font sur l'ensemble des fournisseurs. Donc ça, c'est un outil assez récent chez EcoVadis qui va offrir et vous offrir la possibilité de regarder ce que font 100% de vos fournisseurs du domaine public. Et là, on va remonter des documents, des certificats, des labels dont les entreprises ont mis à disposition et communiqué dessus. Et ça, déjà, ça va donner un premier niveau d'information. Donc, ça veut dire aussi que vous, en tant qu'entreprise qui faites un certain nombre de choses sur la RSE, communiquez-le parce que maintenant existent des outils qui permettent à vos clients de regarder qu'est-ce qui est fait par ces entreprises et déjà, sans même que vous répondiez à un questionnaire, elles vont savoir ce que vous faites, elles vont avoir un premier aperçu de votre engagement et c'est donc important que vous puissiez être reconnu et vous ressortiez dans ces outils. Et pour finir sur la partie carbone, un outil qui va aider les entreprises à faire le premier pas, à engager une démarche de progrès en mettant en place un certain nombre d'actions. On va avoir tout un parcours de formation en ligne appelé l'Académie, EcoVadis Academy, qui va aider les entreprises à connaître davantage les actions à mettre en œuvre sur chacun des sujets de l'ISO 26000. Donc, c'est 28 thèmes qu'on va aborder et qui vont vous aider à connaître les actions à mettre en œuvre. Voilà. Et pour finir, ça c'est aussi sur le carbone, on met à disposition de nos clients, là plutôt les clients, donc les donneurs d'ordre, des résultats de ces évaluations sur le carbone et on va indiquer quelle est la maturité de l'ensemble des fournisseurs de la chaîne de valeur. Et là, ça va permettre aussi de prioriser les actions et d'aller engager les fournisseurs qui seraient les plus intensifs en termes d'émissions CO2 et d'avoir un accompagnement tout particulier pour les aider à réduire ces émissions. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et j'espère que voilà, ça apporte quelques éléments de réponse à vous sur ces pratiques RSE. Merci beaucoup. Nicolas. On aura quelques questions à la fin du webinaire. Je vais passer maintenant la main. Alors, je vais présenter donc la charte qui a été mise en place par le groupe Lingenheld, qui donc Jonathan va témoigner. Donc, il est responsable achat au sein du groupe Lingenheld. Je pense que tu vas présenter le groupe. Je fais pas de focus. Qui a choisi, voilà, qui a choisi de privilégier en fait la mise en place d'une charte personnalisée. Donc voilà, tu vas nous expliquer pourquoi, comment ça a été vécu par les fournisseurs et puis quelle est la suite. Alors hop, j'ai affiché à l'écran la charte. Je vous entends mal, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon, Jonathan, c'est à toi.
Jonathan, tu nous entends ou pas? Voilà. Je vais faire que confirmer ce qui s'est dit là par mes. Oui, je vous entends. Ouais, Vous m'entendez? coupe ta webcam, sinon si Moi, je tu vous as peu entends. de. Ouais, ok. Allô? C'est tout bon. Je coupe la webcam. Ok. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ok. Ouais, donc je vais faire que confirmer ce qu'ont dit les deux intervenants précédents, de manière, on va dire, entre guillemets, concrète. Pour ma part, j'ai voulu, donc suite à la formation par la CCI là, que j'ai suivie en 2021 sur les achats responsables, j'ai voulu mettre en place une charte d'achat responsable. Alors attention, charte d'achat responsable qui est vraiment liée à la RSE. Donc la RSE, enfin les achats, ce n'est qu'une partie, en fait, les achats sont vraiment qu'une partie de la RSE. Donc moi, j'ai voulu juste sensibiliser en fait mes fournisseurs à notre engagement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qu'on faisait, sauf qu'on ne mettait pas forcément sur le papier. Donc d'où l'intérêt, pourquoi j'ai voulu mettre cette charte en place. Mais ce qui est important, c'est si je l'ai pas voulu restrictive. C'était pour l'instant purement informatif. Dire voilà, nous, Lingenel, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on attend de nos fournisseurs. Donc, c'est les sensibiliser au fait que si on rentre dans une démarche d'achat responsable et RSE, il faut qu'on soit tous liés. Il faut que moi, Lingenel, mes fournisseurs et éventuellement les fournisseurs de mes fournisseurs soient tous engagés dans cette démarche pour qu'on puisse tous dire voilà, qu'on est engagé dans des achats responsables, dans une démarche RSE. Alors, il n'y a rien de. Donc, je suis parti déjà sur l'engagement de l'entreprise et sur les engagements que j'attends de mes fournisseurs. Donc, les engagements de l'entreprise Lingenel, ben voilà, on parle des engagements sociaux, environnementaux, sociétaux. Les engagements sociaux, ben voilà, on favorise la promotion interne, l'apprentissage, le parcours d'intégration, la lutte contre la discrimination. Mais aussi et surtout, le point principal dans les engagements sociaux, c'est l'accroissement de notre culture sécurité. Avec notamment le label MAS. Donc le MAS, c'est la mise en application de la sécurité en entreprise. Donc c'est un processus qui est assez lourd, assez contraignant. Donc décrocher ça, c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose qui est reconnu dans le métier des travaux publics notamment. Les engagements environnementaux, quand on parle de prôner une économie circulaire, là on est vraiment dans l'ADN de notre groupe. Notre groupe, c'est d'abord les travaux publics, mais on a aussi un pôle environnement, immobilier, industriel. Donc, une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va sur un chantier, on va pouvoir démolir un bâtiment, concasser les matériaux, les réutiliser par l'entreprise de TP dans nos structures routières ou autres. Donc c'est vraiment voilà une économie circulaire. Ça c'est vraiment l'ADN du groupe. La mise en place d'éco-gestes, la réalisation d'investissements intelligents en faveur de l'environnement, la mutation progressive du parc de véhicules et d'engins thermiques en électrique, en hybride ou au gaz. Donc ça vient de plus en plus. Et aussi la prise en compte et adaptation à la biodiversité dans nos activités. Ça, donc c'est typiquement, donc grâce au parcours sourcing durable, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs de nos fournisseurs qui étaient très engagés au niveau de la RSE, mais bien plus engagés que nous. Donc ça nous a permis voilà de nous rendre compte de ça. Donc ça c'est plutôt bien. À ce titre-là, comme disait Nicolas, l'intervenant précédent, pour rebondir sur ça. Nous, dans le groupe, on a toujours un peu prôné, dans notre ADN, on a toujours un peu prôné là, cette démarche environnementale. Il y a quelques années, quand on avait, j'ai souvenir de chantiers où, en fait, il faut savoir qu'en France, dans les chantiers de travaux publics, on a la possibilité de faire de l'optimisation technique au niveau des matériaux. Donc, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais varianté un produit qui était en matière plastique, j'avais varianté avec un produit 100% renouvelable, en produit grès, donc qui était, on va dire, totalement dans la démarche, éco-responsable, parce que c'est une matière 100% naturelle. Et en plus, on a allié, ça c'était l'exemple type, pour dire qu'on peut vraiment allier les achats responsables avec la performance économique. Et il y a encore et puis il y a 2-3 ans, quand on a commencé vraiment à parler de cet engagement RSE, ce qu'on ne parlait pas vraiment avant, comme le disait Nicolas,
avant, faut savoir que sur des appels d'offres publics, il y a notamment un chantier qu'on a eu sur l'Est, où on n'était pas forcément le moins disant financièrement, mais techniquement, on a eu la meilleure note parce qu'on est parti avec des fournisseurs locaux, avec des fournisseurs bas carbone, donc qui nous ont permis justement de décrocher le chantier. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait pas il y a encore il y a 3-4 ans. Mais par contre, certains donneurs d'ordre publics, hein, pour les privés, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais certains donneurs d'ordre publics attachent beaucoup d'importance à la notation technique sur les engagements en termes d'achat responsable et RSE des entreprises. Voilà. Ensuite, les engagements sociétaux, oui, là, favoriser les achats de produits locaux, c'est vraiment ce que je disais. L'éthique des affaires, et puis oui, voilà, vraiment favoriser les sous-traitants, les fournisseurs qui sont vraiment engagés. Donc la ligne importante de la charte, c'est le groupe Linguinel souhaite que ses fournisseurs et ses sous-traitants s'engagent dans le déploiement de sa politique RSE et qu'ils mettent les moyens nécessaires pour s'y conformer et aussi répercuter à leurs propres fournisseurs et leurs sous-traitants. Voilà, donc c'est vraiment faut que toute la chaîne vraiment soit engagée. Et après la suite, Christelle, tu peux descendre le slide. J'ai pas descendre le slide. Bah, j'ai juste la charte, j'ai juste le document là. Ah pardon. Il y a une deuxième page, non? Excusez-moi. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie où on parle vraiment de l'engagement de nos fournisseurs et nos sous-traitants. Voilà, ça reprend un peu les engagements qu'on a nous au sein du groupe. On attend un peu la même chose de nos fournisseurs. Voilà, en fait, pour faire simple, je voulais pas quelque chose de restrictif. C'est vraiment quelque chose de purement informatif. Savoir qu'il y a comme je disais, il y a 2-3 ans, toute cette démarche RSE, on n'en entendait pas trop parler. Donc, on va dire qu'on est vraiment un peu aux prémices, on est vraiment au début de tout ça. Je voulais pas restreindre mon panel de fournisseurs. Je voulais pas shooter certains de mes fournisseurs qui n'étaient pas forcément engagés. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est de leur dire, voilà, Linguinel, nous, on fait ça. On attend de nos fournisseurs aussi qui s'engagent. Et l'idée, je pense que c'est tous les ans, c'est de remettre un petit tour de vis supplémentaire. Et je pense qu'un jour, dans un futur, je pense assez proche, c'est qu'il y aura même un questionnaire avec qui nous permettra de dire si notre fournisseur peut rester, qui nous permettra de référencer nos fournisseurs pour savoir si tel ou tel fournisseur peut toujours travailler avec notre groupe ou pas, selon son niveau d'implication dans la RSE. Donc voilà. Alors attention, moi je reste un acheteur. C'est sûr que mon patron, il me demande d'être économiquement performant, mais j'ai plusieurs exemples qui prouvent que on peut tout à fait allier les achats responsables avec la performance économique. J'étais peut-être le premier à en douter, mais finalement, je pense que je me suis trompé parce que c'est vraiment le cas. Donc, les achats responsables, oui, c'est bien, mais c'est qu'une partie de la RSE. Moi, je fais partie du groupe de travail sur la RSE au sein de mon entreprise. On est tous les services, mais les achats, c'est qu'une partie. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous dans cette démarche pour que ce soit pertinent. Voilà. Donc, moi, Christelle, j'en ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais passer la parole maintenant donc à Michel Auger. Pierre-Yves va évoquer rapidement la charte et le label RFAR. Donc là, Michel va faire un focus un petit peu plus complet sur ce type d'outils. Michel, à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous avez ma photo sur la diapo, je ne branche pas ma caméra. Ça va préserver les flux de ce webinaire. Alors, le Conseil national des achats est une organisation professionnelle qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui représente vous avez également, qui peut servir à échanger les bonnes pratiques. C'est engagé aux côtés de la médiation des entreprises pour promouvoir des achats responsables il y a un peu plus de 10 ans, maintenant 11 ans.
au travers de ce qui a évolué progressivement pour devenir le parcours national des achats responsables, qui est un outil méthodologique pour mettre en pratique tout ce que les intervenants précédents, là, Pierre-Yves, Nicolas, vous ont sans doute donné envie de mettre en œuvre, vous demandez comment le faire. Eh bien, le CNA a appuyé cette charte ISO 20400 parce que c'est un vrai apport méthodologique pour rentrer dans cette démarche achat responsable. Et donc, la première étape repose sur une charte. Donc, la charte comporte 10 engagements, et c'est des engagements un peu moraux qui permettent de mettre le pied à l'étrier et de s'engager. Et quand on estime qu'on a suffisamment, qu'on est suffisamment solide et suffisamment mature, eh bien, on peut entrer dans une démarche de labellisation. Et donc, le label Relations fournisseurs et achats responsables est décerné pour une période de 3 ans avec une revue annuelle pour vérifier que les engagements sont tenus. Et cette revue est faite par un organisme tiers de façon à garantir la fiabilité des données. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un support méthodologique qui s'appuie tout d'abord sur un diagnostic, un autodiagnostic, qui est à votre disposition sur le site de la médiation des entreprises et sur le site du CNA, et qui vous permet de vous situer sur votre niveau de maturité, de déterminer ensuite un plan d'action pour progresser dans ce domaine-là. Et on a vu que les crises récentes ont prouvé le bien fondé de cette démarche, puisque avec le Covid et les différents confinements, le fait de s'appuyer sur cette démarche en a prouvé le bien fondé. Le deuxième, c'était la guerre en Ukraine qui a provoqué un certain nombre de pénuries. Et donc, pouvoir s'appuyer sur des relations fournisseurs fiables et équilibrées a permis de passer la crise. Et donc, nous avons de plus en plus de demandes pour adopter cette méthode. Voilà. Et donc, moi, je trouve qu'elle est extrêmement Michel, on ne vous entend plus. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon côté ou si… pragmatique, puisqu'elle repose sur 3 axes. Le premier, c'est déterminer une politique, c'est-à-dire dire ce et le déléguer le public. Je vous entends, Christelle. Allô? Oui, ça coupe par moment. Alors, oui. Moi, on vous entend maintenant, mais ça coupe par moment. Oui. Bon. Donc, je disais une démarche qui repose sur 3 axes. Premièrement, la mise en œuvre d'une politique, c'est-à-dire dire ce qu'on veut faire et l'écrire et le communiquer. Un deuxième axe qui est la mise en œuvre. Et donc, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et le troisième axe, c'est le pilotage, c'est-à-dire mesurer le résultat de ces actions et établir un plan de progrès. Voilà. Et donc, ce plan de progrès, il est choisi par l'entreprise en fonction de son diagnostic, de sa maturité sur les différents sujets et de ses priorités. Et donc, à chaque fois, ça repose sur un autodiagnostic. Et vous avez des modèles d'autodiagnostic pour la charte et pour le label à votre disposition sur le site du CNA et sur le site de la médiation. Vous avez des modèles de plans d'action et vous avez tout un tas de bonnes pratiques. Donc, devant les demandes croissantes de renseignements, le CNA va organiser des ateliers de soutien aux entités qui veulent s'engager dans la démarche, puisque côté public, on voit de plus en plus de mise en place de SPASER, et donc il y a une forte impulsion. Et puis, côté entreprise, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, la RSE prend de plus en plus d'importance dans les entreprises, et le fait de pouvoir les décliner dans les achats devient extrêmement important. Voilà. Et donc, en conclusion, je voudrais juste rappeler que le CNA organise les universités des achats dans la semaine du 20 au 23 juin et que c'est ouvert à tous et que vous pouvez vous inscrire. Il y a une matinée plénière le mardi 20 juin et ensuite l'après-midi et tous les jours suivants, il y a des ateliers qui sont
ou sur lesquels on peut s'inscrire en distanciel et sur lesquels vous pourrez choisir les thèmes qui vous intéressent. Donc, s'il y a des questions, je pense avoir rattrapé le temps de parole. Oui, merci Michel, en effet, bravo. Alors avant d'aborder les questions, juste quelques actualités par rapport à la suite des événements. Pour faire suite à ce webinaire, il y en a 2 qui vont encore avoir lieu d'ici la fin de l'année. Donc le premier dans un petit peu plus d'1 mois, qui est la suite logique des outils qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une démarche d'achat responsable, et ben ça va être la mesure et le suivi, parce que finalement comment savoir si les actions ou si la démarche est pertinente si on ne la mesure pas. Donc on parlera justement des indicateurs. En octobre, un autre webinaire qui sera plutôt orienté sur la décarbonation des achats. Donc, dans le mail que je vous enverrai à l'issue du webinaire, vous aurez des liens d'inscription si ça vous intéresse de participer. Une autre actualité, donc Jonathan en a parlé rapidement, il a parlé d'un parcours qui s'appelle Sourcing Durable et d'une formation, mais ça n'est pas une formation, c'est une action d'accompagnement pour les entreprises du Grand Est qui existe maintenant depuis 3 ans et qui a permis à une trentaine d'entreprises de pouvoir mettre en place ou de conforter leur politique d'achat durable. Pour une 4e année, elle est encore renouvelée, toujours d'actualité. Il reste encore de la place, donc voilà, si des entreprises du Grand Est sont intéressées, n'hésitez pas à postuler. Le premier atelier a lieu le 14 juin, donc vous pouvez encore raccrocher les wagons jusqu'à mi-juin. Et dernière actualité, donc au niveau du Grand Est, une formation qui existe, qui a été mise en place donc par la CCI en partenariat avec l'EDER-JDEV sur les stratégies d'achat d'énergie. C'est toujours au cœur de l'actualité. La prochaine session a lieu le 1er juin à Strasbourg. Donc voilà, si vous avez besoin de monter en compétences sur ces types d'achats, n'hésitez pas à vous y inscrire. La prise en charge donc, de la formation peut passer par votre OPCO. On va passer donc maintenant au temps des questions-réponses. Je vais commencer par une question qui a été posée à l'attention donc de Jonathan. Une question et puis un avis. Ne pensez-vous pas que certains de vos fournisseurs sont plus avancés que vous sur le sujet et que vous pouvez vous en inspirer ? Jonathan. Si je peux me permettre d'apporter mon point de vue. Il est parti, pardon. Ou alors il a perdu la connexion. Oui, Nicolas. Merci. Oui, pardon. Oui. Absolument. Je crois que c'est un des grands apprentissages de toute cette démarche achat responsable, c'est d'apprendre des plus petits même des plus grands, de toutes les pratiques, les bonnes pratiques qui sont faites dans les autres groupes. Je crois qu'absolument, c'est le moyen de s'inspirer et d'appliquer dans son groupe ce que font les autres fournisseurs. En effet. Mais je corrobore ce que tu dis, Nicolas, tout à fait. C'est en fait en montrant qu'on fait des choses, souvent les fournisseurs s'ouvrent aussi à leur propre démarche et ça permet de s'inspirer de ce qui est fait, et on peut aussi s'inspirer à l'inverse aussi de nos propres clients qui ont aussi parfois des pratiques assez vertueuses. Oui. Et peut-être si je peux ajouter, c'est vraiment je pense que toute cette notion d'extra-financier, de RSE, c'est vraiment une démarche qui doit être collaborative, qui doit impliquer toutes les parties prenantes. C'est important de faire un 360 de comment je suis vu, comment mes fournisseurs aussi me voient en tant que client et comment je peux m'améliorer. Donc, voilà, on peut apprendre de tout le monde, je pense. Donc, c'est important. Et ça peut être aussi de se réunir en secteur. Ça, c'est une autre tendance que l'on voit, c'est que les entreprises se réunissent entre elles, soit par secteur, soit de manière beaucoup plus large, mais déjà de se réunir dans des secteurs d'activité proches, ça permet aussi d'adresser des enjeux peut-être plus spécifiques au secteur. Oui, je confirme, la démarche achat responsable, elle repose vraiment sur de la collaboration, de l'échange, de la co-construction, et donc ça peut se faire en direct avec un fournisseur et ça peut se faire par filière aussi. Et donc c'est de ces échanges que naît le progrès commun, et chacun a un niveau de maturité différent ou des sensibilités différentes en fonction des priorités de l'entreprise. Et pour appuyer ce propos-là aussi par rapport à ce que Christelle proposait en termes de démarche d'accompagnement sur notamment l'atelier collectif et individuel, pour l'avoir mis en œuvre moi
un peu de l'aspiration du Grand Est d'ailleurs sur le Grand Ouest, enfin sur la Bretagne. On a vu en fait les entreprises qu'on accompagnait, qui étaient d'horizons assez diverses, vraiment s'inspirer vraiment de ce qui existait. Donc moi, j'encourage les participants à s'inscrire dans ce type de démarche collective et individuelle. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant pour tout le monde. Ça permet certainement d'accélérer aussi la mise en place de ce type de démarche. Ouais. Une question à destination d'Ecovadis, mais finalement ça peut être aussi pour tous les intervenants. Et puis alors, différentes remarques. Hein, donc des clients d'Ecovadis qui trouvent qu'effectivement c'est très pertinent de passer par Ecovadis. Une question notamment par rapport à tout ce qui est appel d'offres et sourcing. Donc effectivement, il y a la RSE, il y a le savoir-faire. Comment sont gérées par contre les entreprises qui ont du savoir-faire, les entreprises et fournisseurs majeurs d'un honneur d'ordre, mais qui pourraient être très mal notées, voire avoir 0 sur différents critères de notation d'Ecovadis? Alors déjà, si elles sont mal notées ou si elles ont 0, c'est qu'il n'y a pas eu l'élément de preuve qui permette d'attester de ce qui est en place. Donc, c'est difficile de faire valoir auprès d'un client, ce qui est d'ailleurs un autre très bon apprentissage. Je pense que si Ecovadis, qui est une partie prenante extérieure, est neutre et constate qu'il y a un manque de formalisation d'actions qui sont soi-disant en place, ça, c'est quelque chose dont nos clients se servent beaucoup et ça les rassure d'avoir ce tiers objectif qui va rendre compte. Donc, je pense que si vous n'avez pas eu reconnaissance de choses que vous mettez en avant auprès de vos clients sur des actions que vous avez dans votre entreprise, c'est très important de les formaliser pour qu'elles soient aussi reconnues dans des organismes soit de certification, de labellisation, de notation comme Ecovadis, parce que c'est ça qui va permettre bien évidemment ensuite de les faire valoir auprès de vos clients. Et Ecovadis sert justement aussi à identifier des actions peut-être bénéfiques en termes de RSE. Et c'est aussi comme ça que les acheteurs se servent d'Ecovadis en sourcing parce qu'ils vont chercher des entreprises qui apportent des solutions à leurs enjeux développement durable. Ok. Une participante ou un participant jette un pavé dans la mare, mais je trouve que c'est intéressant pour le débat. Oui. Oui, Michel. Si je peux compléter, là, parce que donc moi j'étais directeur des achats au Crédit Agricole, et donc au Crédit Agricole on utilise Ecovadis et ça sert de support dans nos entretiens avec les fournisseurs pour leur faire un bilan, un diagnostic partagé avec eux et déterminer un plan de progrès. Donc il y a des points sur lesquels nous on est extrêmement attachés, on leur demande de progresser impérativement et puis après le reste c'est à leur initiative parce qu'on ne peut pas se substituer à la politique du fournisseur. Donc, c'est à lui de déterminer quelles sont ses priorités, sur quoi il veut progresser. On ne peut pas demander le même type d'effort à un cabinet d'avocats, à un constructeur informatique ou à un concessionnaire automobile. Oui, complètement. Et ça rejoint la question précédente. Hein. Ça repose sur un dialogue avec le fournisseur. Oui, tout à fait. Nicolas, donc j'avais préparé là le pavé dans la mare, mais je trouve que c'est bien parce que ça ouvre le débat. Quelqu'un a quand même du mal à comprendre comment une entreprise comme Amazon peut être référencée, Ecovadis, hein, quand on essaie de se pencher sur son impact environnemental et social. Le service même de cette entreprise est un non-sens écologique selon la propre vision du coup du ou de la participante. Comment avoir plus d'infos sur les actions mises en œuvre et la pérennité de ces actions en place? Cela ne fait-il pas un effet inverse? Le consommateur se dédouane d'acheter chez Amazon car il est labellisé Ecovadis? Alors, déjà, premièrement, c'est pas parce qu'on est labellisé Ecovadis qu'on est dans des niveaux de performance très hauts. Hein. Même des entreprises très mauvaises, très impactantes sont évaluées. On évalue des foreurs de pétrole, on évalue des mines d'extraction de minerais qui, l'on sait, sont bien évidemment impactantes au niveau environnemental. Donc, toute entreprise peut être évaluée, y compris les plus impactantes négativement. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est bien quand même qu'elle fasse le bilan de où est-ce qu'elle se situe, de comprendre et de savoir ce qu'elle peut faire pour s'améliorer. Et il y a aussi, c'est pas parce que des entreprises, des activités, dans ce cas-là, si on y va par là, on peut aussi critiquer les entreprises qui vendent des produits qui sont trop sucrés, trop salés, les entreprises dans le tabac, dans l'oil and gas, et ainsi de suite. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que toute entreprise a une chaîne de valeur qui est très importante, très large, qui va impliquer des milliers, voire des centaines de milliers d'entreprises partenaires.
Et la démarche d'un client comme Amazon qui va faire évaluer ses fournisseurs et qui va intégrer ces notions de RSE pour travailler avec les entreprises les mieux disantes, mais je pense que ça dénote d'une démarche qui est positive, qui est intéressante et qui va forcément inciter à davantage de RSE et ce à grande échelle. Donc je trouverais hypocrite de fermer les yeux et de ne pas travailler avec des entreprises qui justement, évidemment, des structures où potentiellement ont une rupture vis-à-vis de la façon dont sont consommés les biens et produits, mais elles peuvent aussi créer de la valeur et elles embauchent beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employés, y compris sur le marché français. Donc, je trouve intéressant quand même de les aider à évaluer ce que font les entreprises françaises sur ces sujets RSE et que même une entreprise comme Amazon, et on en a d'autres, je pense que vous pourrez aussi me faire la même remarque, mais je pense que ces entreprises, il est intéressant à ce qu'elles puissent aussi intégrer ces notions de RSE dans le choix de leurs fournisseurs et souhaiter faire davantage pour justement contribuer aussi à impacter positivement et à diminuer les externalités négatives, type les émissions de carbone ou d'autres pratiques. Voilà. Merci Nicolas. Alors, il y a des questions auxquelles ont été répondues en direct, enfin que les réponses ont été amenées en direct dans le chat en privé, mais il y a eu 2 questions sur la formation des équipes achats, donc je trouve que c'est intéressant de partager à l'oral avec tous les participants. Pierre-Yves y avait répondu, mais voilà, quel est l'avis effectivement sur les formations des équipes achats dans ce type de démarche? Est-ce que c'est un enjeu majeur, pardon, je vais y arriver, avant de lancer les actions? Évidemment, sur ces sujets, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire le premier ou la deuxième étape. La première étape que j'avais donnée, c'était effectivement de nommer des référents achats responsables pour piloter ces projets-là, mais le deuxième, ça peut être même en premier, c'est déjà de former les acheteurs à ces notions. Alors, ça peut être une formation d'abord un peu générale sur les concepts, et puis ensuite, ça peut être extrêmement détaillé pour aller plus dans l'action et avancer. Mais évidemment, la formation sur les achats responsables, c'est indéniablement important. Et d'ailleurs, il y a quelques questions qui ont été posées ensuite qui répondent un peu à ça, notamment sur la partie stratégie, comment je fais pour déployer une stratégie, est-ce que c'est vertueux, etc. Et on voit bien, en fait, en montrant des exemples plus précis, concrets, que oui, les achats responsables, ça s'inscrit aussi dans une démarche voilà, de performance globale, mais qui va être plus durable aussi. Et voilà, la formation, c'est essentiel, évidemment. Oui. On peut prendre encore, oui, on a encore 5 minutes, on peut prendre encore quelques questions, notamment l'impact des achats responsables sur la productivité a-t-elle été évaluée, peut-être à Nicolas, je sais pas. Est-ce que l'accumulation des différentes écotaxes ne nie-t-elle pas à la productivité? Je peux répondre à cette question, je l'ai vu, Ouais. Pas Nicolas, faut peut-être compléter, mais peu importe, ou Pierre-Yves. Si c'est la question, ou les deux. la performance économique de l'entreprise. On a vu, moi, avec la crise qu'on a subie avec le Covid et puis la guerre en Ukraine, les entreprises qui avaient mis en place une politique achat responsable ou qui étaient en tout cas un peu matures sur le sujet ont eu moins de problématiques pour passer ces crises-là parce qu'en fait, elles ont une supply chain qui est beaucoup plus robuste. Notamment, il y a tout un volet, j'en ai pas parlé, mais dans la démarche achat responsable qui consiste à analyser ces risques. Et on n'analyse pas ces risques uniquement d'un critère RSE, mais aussi sur la robustesse de ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, quand on fait cette analyse de risque d'un point de vue RSE, eh bien, en fait, voilà, on se retrouve à identifier des points de faiblesse. Et quand on travaille dessus, ensuite, voilà, les relations fournisseurs sont généralement plus fiables, plus durables. Et donc oui, peut-être qu'on va décider à un moment de travailler avec un fournisseur qui va coûter un peu plus cher. Mais si on réfléchit en TCO, un coût complet, bah, ça va peut-être il y aura sans doute un résultat un peu différent et on pourra prendre cette décision. Donc non, pour moi, ça nie pas du tout à la productivité. Au contraire, ça peut apporter des éléments plus importants de ce côté-là. Après, sur la partie écotaxe, de toute façon, ça s'impose à tout le monde, entre guillemets. Voilà, faut quand même pas oublier non plus que l'Europe réfléchit de façon extrêmement forte sur des taxes carbone à l'entrée des marchandises à l'Union européenne. Donc le jour où les entreprises, celles qui auront déjà avancé sur des approvisionnements plus locaux ou plus européens, elles auront un coup d'avance par rapport aux autres. Donc, ouais. Je confirme complètement, Pierre-Yves, et c'est le cas, on l'a vu sur les réglementations aussi. On disait oui, les réglementations, ça va impacter la compétitivité des entreprises françaises, notamment sur le devoir de vigilance.
La réalité, c'est qu'on est les premiers en termes de RSE dans le monde. Enfin, on n'est pas les premiers, on est les troisièmes, hein, mais on est extrêmement compétitif là-dessus. Et la réglementation, elle est en train de s'élargir au niveau européen et nos entreprises, elles sont déjà dans la démarche, elles sont déjà avancées, elles ont déjà un coup d'avance. Donc là, on devient de facto beaucoup plus compétitif que les autres et on le voit sur d'autres sujets où on est très mauvais. Les énergies renouvelables, bah, c'est les Chinois qui font 90% des panneaux solaires. Les voitures électriques, c'est plutôt les Américains et les Chinois. Donc voilà. Donc au contraire, si on n'a pas cette réglementation, ces taxes et autres, bah, on va fermer les yeux, on va faire la politique de l'autruche et le jour où ça va nous tomber dessus, bah, on ne sera pas du tout. Voilà. Et sur le carbone, en effet, je complète ce que dit Pierre-Yves. Il y a des entreprises qui ont déjà intégré dans leur PNL, dans leur balance financière, l'impact du coût carbone. Et donc, elles l'ont déjà intégré, ce qui permet de changer les habitudes dans les achats responsables et en partant du précepte que bah, quand ça va être importé, il va y avoir une taxe qui va être intégrée à hauteur de 100 € de la tonne carbone. Et forcément, ça change tout de suite les pratiques. Et quand la taxe va tomber, bah, ces entreprises-là seront déjà beaucoup plus compétitives que les autres. Exactement. Peut-être une dernière question pour EcoVadis toujours. Donc, vous vérifiez sur le terrain le déclaratif fournisseur, si je comprends bien. Les entreprises participantes acceptent-elles facilement d'ouvrir le livre complet des achats avec les sources d'achat, les fournisseurs, etc. Alors, nous déjà, on intervient comme un tiers de confiance et dans une totale confidentialité. Donc, il y a tout un tas de documents qui sont très sensibles, qui seraient peut-être plus difficiles à mettre à disposition de son acheteur directement, comme des fiches de paye, par exemple, ou des factures. Là où nous, on va prendre ces éléments qui sont très confidentiels et on va ne faire que relater et attester auprès de nos clients la véracité de ce que l'on a constaté être en place dans l'entreprise. Mais on ne va pas partager les documents en question. Donc, oui, évidemment, il y a toujours une réticence à partager un certain nombre de documents. Déjà, l'entreprise n'est pas obligée de les partager, hein, c'est vraiment le choix de l'entreprise. Mais à partir du moment où elle s'inscrit dans une démarche de transparence, elle est confortable à partager des éléments qui peuvent être confidentiels, mais qui resteront confidentiels entre EcoVadis et l'entreprise qui est évaluée. Donc, c'est peut-être là le point positif. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de transparence. Et oui, il est important à un moment donné de pouvoir montrer un certain nombre de choses, mais libre à vous peut-être d'en garder certaines confidentielles parce que vous estimez que c'est trop confidentiel. Mais oui, les entreprises en général jouent le jeu. Et je pense que c'est aussi une preuve de maturité sur ces sujets extra-financiers, c'est de pouvoir partager ce genre de choses, voire même de les afficher publiquement, puisqu'il y en a qui très volontairement vont afficher beaucoup de choses sur ce qu'elles font et parfois des choses qui peuvent être considérées comme confidentielles. Ok. Eh bien, merci à nos intervenants du jour. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la suite des réjouissances à travers tout ce qui va être mesures et indicateurs. Belle fin de journée à tous et à toutes et au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci de vos questions. Au revoir.